Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Le cuisinier que vous êtes n'a jamais cessé d'être au four, mais aussi au moulin. Vos recettes du succès, ce sont celles qui correspondent à l'ère du temps, en particulier à l'heure d'un combat contre le gaspillage. Bonjour Jean-François Piège. Bonjour Jacques Pessis. Alors c'est vrai que c'est la première fois que je vous accueille dans les clés d'une vie, car vous êtes très occupé. Non mais je suis un auditeur fidèle, j'écoute de temps en temps. Et bien vous avez raison, sur YouTube vous êtes près de 850 000 maintenant à nous suivre en permanence, voyez. C'est une bonne nouvelle. Alors, vous êtes là parce qu'on va parler tout à l'heure de Zéro Gaspille, votre dernier livre, et vous avez commis beaucoup de livres, mais vous êtes là aussi parce que le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Et Dieu sait que votre parcours est étonnant. Alors, j'ai trouvé une première date qui est le 19 décembre 2001. Écoutez ce générique. C'est votre première télé, Des racines et des ailes, dans Le secret des chefs. Il y a Bocuse, du Tournier, et vous apparaissez discrètement avec Alain Ducasse. Vous vous en souvenez de cette émission ? Absolument. Absolument. C'était à l'époque où j'officiais avec Alain Ducasse au Plaza Athénée. Et c'était les prémices de ce que la cuisine allait devenir à la télé. Et là, c'était pas une émission de cuisine, évidemment. C'était un reportage sur... C'était l'école des palaces, c'était quoi? C'était les secrets des chefs. Les secrets des chefs. Ouais. Après, il y a eu une deuxième, c'était l'école des palaces. Et oui, je m'en souviens totalement. C'était une confrontation à l'époque qui n'était pas très aisée pour moi d'être dans les médias parce que effectivement, plus jeune, la timidité était l'un de mes traits de caractère, même si elle le reste peut-être avec la réserve, mais elle était un peu plus prononcée à cette époque. Alors il se trouve que le Plaza Athénée est un lieu prestigieux, puisqu'on raconte que Christian Dior s'est inspiré des clientes du bar de l'hôtel pour imaginer son tailleur-bar, et Hitchcock, qui était pyrophobe, donc qui avait peur du feu, exigeait une suite au premier étage afin d'être facilement évacué en cas d'incendie. C'était un lieu étonnant, c'est un lieu de prestige pour travailler, pour débuter. Oui, puis moi j'ai toujours été, et je vais même le dire au présent, je suis toujours un amoureux des lieux historiques. Je suis toujours un amoureux des lieux qui ont vécu, parce que je trouve que on ne peut jamais remplacer l'histoire. Quand on voit un endroit qui est patiné, quand on voit un endroit qui est habité, c'est toujours un endroit qui, pour moi, plus intéressant, plus aimable en fait, qu'un endroit qu'on vient de construire. C'est peut-être pour ça que dans notre petit groupe de restaurants, on a des endroits qui sont habités, la Poule au Pot à 100 ans, l'Épidore un petit peu plus, et je vais pas faire un inventaire comme ça, mais je suis toujours attiré par le passé. Peut-être que mon trait de collectionneur vient de là aussi. Alors, effectivement, vous avez aussi débuté dans un autre restaurant qui est historique, qui est le Louis XV à Monaco. Absolument. Là aussi, c'était aussi un lieu prestigieux. À l'hôtel de Paris... ça c'est plus vieux en revanche, dans les années 90. Oui, c'est avant. Ça, mais avant. C'est là où Alain Ducasse vous a repéré. C'est là où j'ai commencé à collaborer avec Alain Ducasse et on est arrivé à Paris en 96 pour prendre la suite d'un illustre cuisinier qui était Joël Robuchon. Cette fois, c'était avenue Raymond Poincaré, dans un endroit aussi qui était fabuleux, et qui était un ancien hôtel particulier qui avait été transformé en restaurant par la Compagnie Générale des Eaux. C'est la Feu Compagnie Générale des Eaux. Et c'était un endroit magnifique aussi. Mais le Louis XV, il y a une anecdote, c'est-à-dire qu'il y a eu pendant des années un couloir qui a été muré, pratiquement fermé, car c'était le couloir par lequel, discrètement, Aristoteles rejoignait la Calas. Et ça fait partie de l'histoire de l'hôtel de Paris. Et c'est vrai que là aussi, c'est un lieu, débuter à Monaco sa carrière, c'est pas si mal que ça, Jean-François Piège. Ouais, c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Surtout quand on rentre la première fois par la grande porte. Vous connaissez la tradition d'aller toucher, ça c'est les joueurs qui vont toucher il y a un chevalier qui est sur un cheval, et on vient toucher en porte-bonheur d'ailleurs, elle est totalement dépolie, la pointe du sabot. Alors, vous êtes né pas très loin, à Valence, dont les spécialités culinaires, je crois, sont les ravioles, le suisse, la pogne et la pangée. Oui, alors, principalement à Valence, ça c'est la Drôme, mais c'était le suisse, et ça aussi une histoire. Vous la connaissez ? Non, allez-y. Alors, le suisse, pardon, hein, je suis un mauvais... ambassadeur de ma région, parce que c'est un étouffe chrétien. Ah bon ? Mais c'est un étouffe chrétien qui m'a vu grandir, donc je l'aime profondément. Le Suisse, en fait, c'est une particularité de la Drôme. Vous savez que la Drôme a une enclave des papes. Oui. Donc c'est un endroit qui
et dans l'Hérault, mais qui est dans la Drôme, qui est entouré de la Drôme. Et donc l'enclave des papes, c'était la retraite des papes. Et l'un des papes est décédé dans cette enclave des papes et a été transféré à la cathédrale de Valence. Parce que comme c'est le chef-lieu, c'est une cathédrale, c'est ce qui définit ça. Et donc les pâtissiers valentinois, pour rendre hommage au pape, ont fait un gâteau à l'image des gardes suisses. Mais c'est un gâteau d'époque. Donc la recette a peu évolué. Quand je dis étouffe chrétien, c'est un gâteau qui tient au corps. C'est un gâteau régional. Mais comme je suis assez attaché à ces traditions, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et curieusement, Jean-François Piège, au départ, vous ne pensiez pas être cuisinier, mais jardinier. Oui, j'ai toujours... ma famille a toujours entendu, de mon plus jeune âge jusqu'à l'adolescence, que ma passion, c'était le jardin. Ce qui était au demeurant vrai, parce que au lieu d'aller jouer dans le bac à sable, j'allais chercher les éléments de jardin et j'allais jouer dans le jardin, retourner de la terre et autres. Je me faisais un petit peu gronder de temps en temps parce que je mettais les pieds où il fallait pas, parce que ça, c'est les choses du jardin. Et un jour, en revanche, au moment de l'adolescence, peut-être au moment où on se met à réfléchir, je me suis aperçu que ce qui m'intéressait dans le jardin, c'était pas forcément de faire le jardin, c'était le résultat, c'était les ingrédients, c'était les légumes. Donc, à cet âge de réflexion, je me suis dit, tiens, je pense que mon intérêt, il est plus vers les ingrédients. Et donc, j'ai embrassé le métier de cuisinier pour arrêter celui de jardinier qui n'avait jamais vraiment commencé, mais qui était cette passion de jeune homme. Et j'ai décidé d'être cuisinier. Le jour où je l'ai dit à ma maman, j'ai pas reçu comme vous pouvez vous en douter, un soutien faramineux. Je pense qu'elle aurait préféré que je devienne jardinier. Et elle m'a dit, eh bien, écoute, tu fais comme tu le souhaites, parce que elle n'a pas cherché à me désorienter, à me faire changer d'avis. Mais elle m'a quand même dit quelque chose. Elle me dit, tu sais, n'oublie jamais que tu travailleras quand les autres vont se reposer. Oui. Bon, mais voilà. Ça vous gêne pas de travailler? Mais moi, je travaille pas. Je vis ma passion, c'est autre chose. Je crois qu'il y a un déjeuner chez Jacques Pic qui a été décisif dans votre décision, Jean-François Piège. Oui, absolument. Jacques Pic, c'est le cuisinier qui rayonne à Valence dans les années 70. C'est le grand restaurant de la région. Et donc, ma famille faisait des cagnottes et y allait une fois par an parce que c'était la sortie du grand restaurant. Donc... soit mes parents avec des amis, soit mes parents avec les oncles, les tantes, aller là-bas. Et moi, j'écoutais avec beaucoup d'envie le récit de ce qu'ils avaient vécu. Je regardais le menu, ce menu qui était imprimé sur un petit carton qui s'appelait le menu Rabelais. Et un jour, ça a été mon tour d'aller chez Jacques Pic, et c'est là où je me suis dit vraiment, c'est le métier que j'ai envie de faire. Mais ce qui est très bizarre, en fait, le métier que j'ai envie de faire, c'est pas le métier de chef. C'est le métier de savoir cuisiner, en fait. Ce qui m'intéressait, c'est de découvrir les recettes que j'avais vues. Je me souviens d'un plat qui était la tresse de loup au caviar, qui était la spécialité de Jacques Pic. Je voyais ça toujours de loin, mais je croyais que le loup, c'était l'animal sauvage qui était dans les forêts, mais j'avais pas compris parce que je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Eh bien oui, ben non, c'était pas ça, c'était le poisson de Méditerranée qu'il travaillait, et qu'il le tressait et qu'il servait avec du caviar. Donc, c'est toute cette volonté de découvrir, cette soif de savoir, et qui m'amène à vouloir tout connaître et donc à embrasser ce métier. Oui, et il faut savoir que Jacques Pic, à un moment, il a hésité, il est devenu mécanicien automobile, et quand son père l'a rappelé, il est revenu à la cuisine pour notre plus grand bonheur. Mais je crois que c'est un peu une tradition familiale, je crois que sa fille a fait pareil, elle a embrassé un autre métier pour revenir à la cuisine, comme quoi. Elle est aujourd'hui au Grévin en plus, avec son double en cire. Alors, ce qui fait qu'une fois que ça a commencé, vous avez enchaîné les stages, il y a eu Jacques Manière, il y a eu l'école hôtelière de Tain-l'Hermitage, et là, c'était vraiment beaucoup de travail, mais vous vouliez y arriver, Jean-François Piège. Oui, parce que en fait, le repas dont on a parlé précédemment a déclenché quelque chose en moi. En fait, j'ai goûté des plats, j'ai vu des choses que je ne connaissais pas. Je ne soupçonnais pas qu'on arrivait à transformer des ingrédients de la nature en un tel bonheur. Le métier de cuisinier, pour moi, c'est transformer des ingrédients naturels en bonheur. C'est ça le métier de cuisinier. Donc c'est une relation assez simple. Et je suis confronté pour la première fois, j'allais dire mon Zidane à moi, c'était Jacques Pic à l'époque. À une star de la cuisine, mais qui n'avait pas le rayonnement que les chefs ont aujourd'hui, parce qu'on est dans une autre époque, et puis c'était un personnage assez discret. Et je me dis, mais c'est totalement ça. Tous les moments du repas, je me souviens, après avoir eu ce repas,
je les ai écrits, je les ai consignés dans un cahier pour me souvenir du moindre détail. Maintenant, c'est plus facile parce qu'on a un iPhone et on fait des photos quand on vient manger. Mais à l'époque, on n'avait pas tout ça. Et j'avais tellement été surpris à chaque moment, à chaque étape, que ça m'a donné envie de découvrir. Alors, ça a éveillé en moi cette volonté de savoir, mais ça a aussi éveillé quelque chose plus tard qui est important. C'est que je pense qu'on apprend, mais à peu près dans tous les univers, dans toutes les expressions, on apprend avec l'œuvre des autres. Et il y a un moment donné, on fait la sienne. Eh bien, je pense que Jacques Pic, qui était à la fois un créateur, mais dans un univers qui était plutôt, il y a une 50aine d'années, assez traditionnel, il sortait des codes traditionnels du grand restaurant pour imprimer sa patte. C'est ce que ça m'a donné, cette compréhension, je l'ai eu assez rapidement. Donc j'ai appris la cuisine avec celle des autres, c'est ce qu'on apprend tout le temps. Et à un moment donné, je me suis libéré de ça, et ce qui me permet de faire la mienne aujourd'hui, et de le consigner dans des ouvrages, parfois avec des styles très différents. Et pas seulement dans des ouvrages, on va en parler à travers une autre date, le 22 février 2010. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-François Piège. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-François Piège. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre Zéro Gaspille, paru chez Hachette, un livre d'actualité ô combien original et talentueux. Et dans votre parcours qu'on a commencé à raconter, Jean-François Piège, il y a une date importante, le 22 février 2010. Top Chef première. Il y a Christian Constant, Ghislaine Arabian, Thierry Marx et un certain Jean-François Piège. Ça a été aussi un événement. Oui, c'est un événement parce que on savait pas quelle sauce on allait être mangé. C'est facile aujourd'hui de regarder l'arrivée de ces émissions à la télé, sauf que, comme vous le dites si bien, je savais que c'était au mois de février, je me souvenais plus du jour. Donc ce 22 février 2010, on a commencé les enregistrements en décembre 2009. Je me souviens d'une chose il faisait un froid à cette époque, mais incroyable. Et on a enregistré la première saison. On n'avait pas fini d'enregistrer qu'elle a commencé à être diffusée. Donc c'était vraiment, c'était à flux tendu. Et on a fini la diffusion, on a recommencé à enregistrer la deuxième saison. Donc ça a été une période où presque pendant 6 mois, j'avais un regard qui était assez tourné vers ce monde-là, que je découvrais avec grand bonheur. Parce qu'en fait, mes collègues et pairs comme Christian Constant, Thierry Marx et Ghislaine Arabian ne savaient pas à quelle sauce ils allaient être mangés, comme moi. Donc on a découvert un monde. Et on avait des candidats qui étaient aussi novices parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. La diffusion n'avait pas eu lieu. Donc c'était d'une candeur totale. C'était des années de grand plaisir. Oui, d'autant plus que la cuisine à la télévision, ça marchait plus du tout. Il y avait eu il y avait eu Raymond Oliver, bien sûr. Avec cette voix et attendez, je cherche... Catherine Langer. Catherine Langer, absolument. Je les regarde de temps en temps quand j'ai un moment, parfois sur l'INA, il y a les vieilles recettes, je trouve ça incroyable. Incroyable. Mais en même temps, il y avait aussi, on l'a oublié, Monsieur X, un comédien, Georges Adet, qui 1 an avant Harry Magie la cuisine faisait des recettes à la télévision. Alors, il savait soi-disant faire la cuisine, il s'étendait sur 20 minutes, c'était irregardable, il racontait sa vie, et l'émission a été interrompue parce que les téléspectateurs en avaient marre, il y en avait très peu, mais c'était insupportable. On a totalement oublié Georges Adet, et Raymond Oliver est arrivé derrière. Absolument, et après on a vu l'arrivée du trio composé, même peut-être ils étaient 4, j'allais dire quatuor, avec Paul Bocuse, Michel Guérard, les frères Trois Gros, ouais, et Roger Verger. Voilà, exactement. Et puis il y a eu aussi ensuite Michel Oliver, le fils de Raymond, et oui, Joël Robuchon. Alors comment êtes-vous arrivé dans cette aventure de Top Chef? Alors je suis arrivé par des rencontres. La première, en fait, la télé n'a pas commencé avec Top Chef avec moi, elle a commencé avec une confrère à vous qui officie sur Sud Radio le matin, Valérie Expert, qui était à l'époque présentatrice d'une émission sur LCI, et on avait fait quelques émissions, enfin pas quelques émissions, mais 2 ou 3 saisons où on allait chez des gens et je cuisinais le frigo ou le placard. Donc ça a été ma première perception de la cuisine. Puis avec le groupe M6, c'était les débuts d'une émission qui était, pour moi, qui était une émission fabuleuse. C'est ça qui m'a donné envie de d'être confronté
à la cuisine à la télé. Je dis pas faire de la télé, je dis bien la cuisine à la télé. C'était le dîner presque parfait. Dîner presque parfait, le combat des régions. C'était la finale du Tour de France que le dîner presque parfait faisait. Et j'ai rencontré des cuisinières et des cuisiniers fabuleux. Et je me suis dit, ça, c'est intéressant d'avoir une perception avec le public, quelque chose de différent. Et naturellement, la suite est arrivée avec Top Chef. Et l'idée d'être confronté à des jeunes professionnels et de valoriser un métier. Parce que moi, plus jeune, j'ai entendu dans ma famille, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu seras cuisinier comme Jean-François. Le métier de cuisinier n'a jamais été valorisé autre que d'un métier qui était lié à la servitude. On rendait un service, voilà, on faisait à manger. On peut reconnaître à la télé d'avoir redonné des lettres de noblesse à un métier qui était pas forcément très sexy pour lui donner un peu plus de noblesse. Oui, mais en même temps, vous avez une responsabilité dans cette émission, Jean-François Piège, c'est qu'il y avait des jeunes qui croyaient en leur métier, il fallait pas se tromper. Ah bah j'ai toujours fait ça avec grand sérieux, je n'ai jamais jugé les femmes et les hommes, les filles et les garçons qui étaient dans Top Chef. On a toujours essayé de juger la cuisine, et c'est ça qui était important. Pendant les 10 saisons dans lesquelles j'étais présent, je n'ai fait que de la cuisine à la télé. Je n'ai pas fait de spectacle, je n'ai pas fait d'humeur, parce qu'en fait, le danger quand on juge, c'est de se laisser guider par son humeur. Et en fait, il faut avoir vraiment une grande distance, beaucoup de réflexion, parce que chaque mot et chaque décision a une conséquence forte sur l'avenir des gens qui participaient à cette émission. Donc j'ai toujours été précautionneux. J'espère que j'ai fait du mal à personne, que j'ai été précautionneux de tout. En tous les cas, je l'ai fait avec la plus grande bienveillance et le plus grand sérieux. Voilà. Et pour moi, c'était un travail. Bien sûr, et ce sérieux, cette discrétion, je me demande si vous ne l'avez pas hérité d'un autre de vos maîtres, Bruno Cirino, qui était un chef qui rêvait d'être prêtre, et finalement, il vous a aussi appris cette rigueur et ce côté tranquille. Alors, c'est vrai que Bruno, on peut le considérer comme mon mentor culinaire, en fait, parce que c'est lui qui m'a transmis la maîtrise du feu. La cuisine s'apprend avec le sentiment, ça prend avec le savoir, et ça prend aussi avec cette capacité à maîtriser le feu. Maîtriser le feu, c'est la façon dont on arrive à juguler, à organiser une cuisson, à avoir je veux dire, à le maîtriser en fait. La maîtrise du feu, c'est pas le feu qui décide comment ça se passe, c'est nous. C'est pour ça que j'ai dit juguler, parce que il y a des moments, il faut arriver à le contraindre, arriver à comprendre. C'est lui qui m'a transmis ça. Et c'est important dans la vie d'avoir une rencontre dans le monde professionnel. On peut l'avoir qu'une fois, et je pense que ça n'existe qu'une fois dans la vie, qui vous transmet ce petit supplément d'âme qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne trouve pas dans les livres. Le savoir est important. Mais il y a quelque chose, le supplément d'âme, qui l'est encore plus. J'ai eu cette chance avec un homme, je sais pas, est-ce que lui, il l'a fait plusieurs fois? En tous les cas, moi, je l'ai vécu avec lui, et je sais que ça ne se fait qu'une fois, et j'en suis extrêmement heureux de l'avoir fait avec lui, et extrêmement, je le remercie tous les jours, en fait. Alors, c'était, je crois, le château Eza à Aise, village où Francis Blanche habitait, avait une maison avec des escaliers, et le déjeuner était servi, il avait un clairon sur le terrasse de sa maison, et il jouait du clairon, ce qui tout le village savait que Francis Blanche allait déjeuner. Je suis pas étonné, hein, il était... Ça correspond au personnage. Top Chef a été un succès qui a dépassé vos espérances. Alors, non, vous avez raison, mais non, parce que moi, j'avais aucune espérance. On ne savait pas à quoi on allait être confronté. En fait, on a été confronté à quelque chose auquel moi, je m'attendais pas. La popularité de Top Chef est devenue grandissante. On était dans le salon des gens pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 14 semaines, une fois par an. J'ai pas réfléchi à ça quand j'ai fait de la télé. Moi, j'ai réfléchi, tiens, on va faire de la cuisine et on va peut-être, dans un métier où la main-d'œuvre est en tension, on va donner peut-être aux gens envie d'embrasser ce métier. Donc j'ai eu cette réflexion-là. C'est vrai qu'à cette époque, quand j'ai dit ça, j'ai été accueilli parfois avec quelques critiques, des critiques qui disaient que c'était un peu de mauvaise foi, parce que c'est vrai que ce métier, au début, tout le monde était réticent à aller à la télé. Très vite, comme je crois on le dit dans les médias, tout le monde était au maquillage.
Voilà, exactement, bien sûr. Et d'ailleurs, vous avez arrêté au bout de 10 ans parce qu'il fallait passer à autre chose et que c'était plus... Oui, moi je crois que je pense que la vie, elle est faite de périodes. Et vous le dites assez bien dans votre émission, les clés d'une vie. On peut pas faire ça toute une vie. C'était pas mon métier. Mon métier, c'était de cuisiner. C'était de cuisiner et être cuisinier. J'ai cuisiné et j'ai été cuisinier à la télé pendant cette période-là. Et ça m'allait très bien, j'ai passé de très bons moments, j'en ai d'excellents souvenirs. Et vous avez été presque le témoin d'une évolution de la cuisine pendant ces 10 ans, Jean-François Piège. Oui, mais on est des acteurs, et je dis qu'on est des passeurs, les cuisiniers, parce que l'évolution de la cuisine, elle est le reflet de la société. Une cuisine, elle doit être ancrée dans son époque. Donc, effectivement, quand on voit l'évolution de la société, il faut que la cuisine évolue comme elle, parce qu'on peut pas décorréler l'ambiance actuelle et autre chose. Alors, vous allez me dire que c'est pas totalement vrai, et je vais vous dire oui aussi, parce que moi j'ai un restaurant qui est la Poule au Pot, qui est une machine à remonter le temps. Quand on pousse la Poule au Pot, on est dans les halles, il y a Jean Gabin qui peut être là, parce que c'est un endroit qui est resté dans son jus, et on fait une cuisine qui est ancrée dans la tradition française, et on veille à être là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, il faut que la cuisine évolue, parce que moi qui suis collectionneur de livres anciens, qui en est pas mal. J'adore lire mes pères et mes maîtres du 18e, du 19e et du 20e. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, les livres les plus rares sont peut-être ceux du 20e, parce que ils sont rentrés dans les cuisines, et les livres qui rentrent dans les cuisines ont une durée de vie qui est un peu moins longue que ceux qui restaient avant. Dans une bibliothèque, pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, les bourgeois donnaient ordre aux cuisiniers, donc c'est eux qui consultaient les livres pour donner ordre de leur faire à manger. Les cuisiniers prennent le pouvoir avec l'arrivée d'Escoffier, et donc font rentrer le savoir dans la cuisine. C'est un changement fondamental aussi, hein. Il y a eu la télé, mais il y a d'autres illustres cuisiniers qui ont fait beaucoup plus avant. Et c'est vrai que je pense que c'est important que la cuisine soit le miroir de la société. Voilà. Eh ben, on va tourner un autre chapitre de ces fameux livres avec une autre date, le 15 septembre 2015. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-François Piège. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-François Piège, un chef dans tous les sens du terme. Il y a ce livre Zéro Gaspille chez Hachette qu'on va évoquer tout à l'heure, et il y a votre parcours, et une date clé de votre vie, c'est le 15 septembre 2015. Elle est liée à un restaurant et à une scène d'un film de Louis de Funès. La répétition du ballet dans le grand restaurant de Louis de Funès, répétition qui a demandé 1 mois de travail, car c'était un musicien et un danseur. Chaque pas a été répété par Louis de Funès. Il avait commencé comme pianiste de bar, et pour avoir la place, il avait fait croire qu'il avait été au conservatoire, ce qui était absolument faux. Et c'est vrai que votre restaurant que vous ouvrez ce jour-là s'appelle Le Grand Restaurant. Le Grand Restaurant. Mais c'est grâce au film qu'on a pu l'appeler Le Grand Restaurant. Parce qu'en fait, cette histoire est assez simple. On a, après ma dernière place au Crillon, qui est ma dernière place de salarié en tant que chef en tant que salarié, pardon, j'étais chef de Crillon. J'ai commencé à embrasser la carrière d'entrepreneur avec un associé, puis j'ai décidé que je souhaitais être tout seul, avec mon épouse. Donc on a créé ce petit groupe de restaurants qui est le nôtre aujourd'hui, et arrive le moment très important où le Bateau Amiral, qui est le restaurant gastronomique, il faut lui trouver un nom. Et mon épouse me dit un jour, quand tu parles de restaurant gastronomique, tu dis grand restaurant. Usuellement, dans le langage courant, on va dans un grand restaurant. Elle me dit, est-ce que tu aurais le courage de l'appeler le grand restaurant ? Et je dis, écoute, il y a quelques années, je n'aurais pas eu ce courage-là. Aujourd'hui, oui, je l'ai. Et en plus, je pense que le film du grand restaurant avec Louis de Funès nous permettra de faire comprendre qu'on a un peu d'humour, en fait, qu'on a un peu de distance. Et donc, on a appelé ça le Grand Restaurant. Alors, c'est vrai que quand je l'ai dit la première fois, c'est un petit peu raillé. Il se prend pour qui ? Il y a un grand restaurant, ceci, cela. Mais personne ne l'avait fait. Et donc, je suis très content que notre adresse gastronomique s'appelle le Grand Restaurant. Et en plus, je suis fan de Louis de Funès. Je suis fan de toute sa filmographie. Que ça
ça passe du grand restaurant jusqu'à l'aile ou la cuisse, le corneau ou la grande évasion. Voilà, c'est une époque que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les films d'Audiard aussi, donc voilà. Ça colle bien. Il faut savoir que De Funès aimait les bons vins, les vieux vins, et il en buvait régulièrement entre deux prises, puisque après, il était beaucoup plus sérieux sur les tournages. Alors, ouvrir un restaurant quand on était salarié, c'est quand même un risque, surtout en ces temps difficiles, Jean-François Piège. C'est un risque ou un aboutissement. Est-ce que le risque, c'est de ne pas en prendre ou c'est de les prendre ? Je pense que c'est cette histoire de la vie, c'est soit on est capable de se dire qu'on va prendre des risques et qu'on risque d'y arriver, ou on va se décourager dès le départ pour se dire non, on va pas y arriver. Donc moi, j'ai décidé, je ne sais pas si on arrivera jusqu'au bout, parce que c'est un chemin qui est long, mais en tous les cas, d'essayer. Alors justement, votre parcours qui a débuté avec Alain Ducasse s'est poursuivi. Et le Crillon, les ambassadeurs, c'est la première fois où vous avez vraiment été le patron dans une entreprise. Oui, et j'étais aussi le porte-étendard en fait. J'étais la partie visible. Quand je travaillais avec Alain Ducasse, c'était Alain Ducasse qui était visible. Là, je travaillais et j'étais visible. Donc c'est un changement fondamental. Et je pense que on parle de la télé, on parle de la visibilité. Une partie de mon métier est le faire savoir aussi aujourd'hui. Et ça, c'est important. Oui, mais justement, quand on quitte Alain Ducasse et qu'on se lance dans l'aventure, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir le sens de ses responsabilités. J'aime bien les prendre mes responsabilités, Voilà. Mais ça, c'est un trait de caractère, je pense. Ça, c'est un trait de caractère. Et puis, il y a quelqu'un qui vous a été... Enfin, deux personnes qui vous ont bien servi. C'est Go et Millot qui vous ont élu cuisinier de l'année. Là aussi, ça a été important. Oui, c'est important d'avoir la reconnaissance des guides, comme le guide Michelin, comme le guide Goemio. Alors, j'ai la chance d'avoir, dans le deuxième que vous citez, j'ai été cuisinier de l'année, j'ai la note la plus élevée, donc je suis très heureux de ça. Et ça fait savoir ce qui se passe. On parlait de faire savoir, il y a le faire savoir à travers les médias, ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, mais il y a aussi le faire savoir à travers la notation des guides. Moi, je les appelle les entreprises de certification, parce que ça permet de se dire, bah oui, on fait quelque chose, allez-y, c'est bien. Oui, ils viennent discrètement. En même temps, Go et Millot, ils ont commencé par hasard. Go était à Paris Presse, Millot aussi comme reporter. Ils ont lancé une chronique gastronomique tous les deux sans imaginer, ils ne se connaissaient pas, que ça deviendrait Go Millot. Oui, et puis, il faut pas oublier que dans les années 70, je crois d'ailleurs que le premier magazine qui s'appelait Le Guide, c'est un magazine mais il s'appelait Le Guide, a été quand même à l'initiative de ce qu'on peut appeler la nouvelle cuisine, l'évolution de la cuisine. Alors, il y avait des acteurs dont on a cité tout à l'heure, Michel Guérard, qui étaient des faire-valoir de cette cuisine-là. Ils ont quand même, à un moment donné, si je peux me permettre l'expression, dépoussiéré ou secoué le cocotier pour que la cuisine évolue. Ça n'a pas été simple, parce que certains ont crié au scandale, à l'escroquerie. Oui, mais parce qu'en fait, c'est comme dans tout univers, il y a les grands maîtres, il y a ceux qui ont un trait juste ou une expression juste. On parlait de Michel Guérard, on parlait à l'époque de Raymond Oliver, on va pas tous les citer, mais ceux-là avaient un trait juste. Et puis il y a ceux qui prennent le train en marche et qui ont assez souvent pas la bonne réaction. Oui, et puis au début des années 70, moi je me souviens très bien, on a commencé à parler des chefs dans les journaux, dans les pages qui n'étaient pas encore People, avec leurs photos. C'était nouveau à l'époque. Oui, ça j'allais dire, c'est sous l'impulsion de Paul Bocuse. Paul Exactement, Bocuse c'était le premier. Oui, c'était le premier. C'est lui qui arpentait certaines soirées. Comme moi, je suis assez archiviste, on retrouve quelques photos avec Régine, parce que je pense, c'est de ça dont vous parlez, et Christian Millot et Henri Gault. Exactement. Ils étaient là. Et il y a une photo avec Valéry Giscard d'Estaing, quand il prépare la soupe, Valéry Giscard d'Estaing. 1976. Il dit, on va casser la croûte, monsieur le président. Absolument. Qui était une expression parce qu'il avait beaucoup d'humour, Paul Bocuse. Alors, il y a eu donc d'abord la brasserie Tout Mieux, qui a aussi été un tournant, parce que c'est le point de départ d'autre chose, Jean-François Piège. Oui, c'est le point de départ de l'entrepreneuriat, d'embrasser une vie d'entrepreneur, de comprendre que, en fait, il y a une nécessité de créer. C'est pour ça que je collectionne pas les restaurants, je collectionne les aventures. Alors, là, une brasserie à l'époque, c'était une brasserie, un lieu où on vient déjeuner à n'importe quelle heure. Vous, avec Tout Mieux, vous avez fait autre chose. C'était un ancien bouillon chartier qui avait été transformé en 1923. Et vous en avez fait un lieu tout à fait nouveau pour l'époque, parce que c'est devenu un lieu fréquenté par le tout Paris. Oui, on a eu
On a une chance. Au rez-de-chaussée, il y avait une brasserie. Au premier étage, j'avais fait un restaurant comme un appartement qui était mon restaurant gastronomique. Et puis, on avait transformé, il y avait des chambres, hein, c'était un bouillon avec des chambres, et on avait fait quelques chambres avec India Merdevi qui étaient assez cosy, d'une toute petite chambre à un peu plus grande. Et c'était un lieu de vie. Ce que j'affectionne énormément dans les restaurants, c'est des lieux de vie, c'est des lieux de rencontre. Et c'est un endroit où, j'allais dire, socialement, où tout le monde est égaux aujourd'hui. Quelqu'un rentre dans un restaurant, c'est le seul endroit où on se fait servir, en fait. Il y a peu d'endroits où on se fait servir, où on est tous égaux. Et c'est ce que j'aime, moi, dans le restaurant. C'est rendre ce service pour se dire, tiens, quelqu'un qui va pouvoir économiser, pardon, j'en perds mes mots, qui va économiser pour se payer un moment de fête une fois par an, eh bien, il sera servi de la même façon que quelqu'un qui fréquente le restaurant toutes les semaines. Et ça, c'est important pour moi. Et c'est comme ça qu'on arrive à prendre du plaisir, à faire plaisir aux autres, ce qui est le métier de cuisinier, le métier de restaurateur. Et c'est vrai que cet endroit était le reflet de cette envie-là. Oui, et ces lieux ont évolué depuis des décennies. Il fut un temps où il y avait des déjeuners d'affaires qui duraient jusqu'à 16h, 17h. C'est impossible. Et ça, c'est totalement passé. Ça, vous ne l'avez pas connu. Alors si, je l'ai connu, mais à l'époque en tant que salarié, oui. Quand on a parlé du Crillon quand j'étais chef, mais ma première place parisienne à Paris, c'était avec Christian Constant, où j'ai été commis, puis chef de partie au Crillon, où on a aux ambassadeurs les services du déjeuner, du vendredi, du samedi, du dimanche terminaient presque au moment où recommençait le service du dîner. Parce que c'était des moments assez incroyables où tout le monde venait déjeuner, passer du temps. Voilà, les grands déjeuners, je l'ai connu. Mais ça remonte à quelques années. Oui, parce que tout ça est terminé aujourd'hui, parce que on est passé à autre chose et ce n'est plus l'actualité. Oui, puis je pense que dans les restaurants, alors ces déjeuners d'affaires existent encore, ils sont plus vers ces restaurants comme Clover Grill, pardon, et la Poule au Pot. Le restaurant gastronomique, aujourd'hui, le public, c'est plutôt des gens passionnés de nourriture. C'est des gens qui voyagent, c'est assez incroyable d'ailleurs. Je suis assez émerveillé de voir des gens qui traversent la planète pour venir dans un restaurant, et ça m'émeut beaucoup parce que ça nous donne une responsabilité forte de la faire vivre une émotion parce que eux, ils ont fait l'effort de venir nous visiter. Et vous proposez aussi à C'est tout mieux des gâteaux. Et ça, c'est un autre métier. Vous avez lancé une aventure avec des gâteaux où il y avait peu de sucre. Oui, on avait à l'époque racheté une pâtisserie et comme on avait le sens pratique des noms, comme vous avez compris, grand restaurant, on fait une pâtisserie, on va l'appeler Gâteau, en fait, Gâteau tout mieux. Ça a été une aventure qui a duré 2 ans. Quand j'ai vendu tout mieux, je l'ai vendu avec et j'aimais beaucoup. Ça m'a rappelé à quelque chose qui était important, c'est que à la fin de mon CAP de cuisine, je suis resté encore un petit peu plus à l'école, non pas pour passer le niveau supérieur en termes de brevet, mais pour aller chercher une autre formation qui était le CAP de pâtissier. Donc j'ai fait 1 année chez un pâtissier qui s'appelle Albert Escobar à Montélimar. Et j'ai eu cet honneur, cette chance d'avoir une pâtisserie pendant 2 ans. Je me suis régalé à le faire. Ouais, c'était pas de la tarte tous les jours, mais ça fonctionnait quand même. Et puis, il y a une chose qui est importante dans votre vie, et le dit votre femme, parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus de cuisiniers qui travaillent avec leur épouse, alors qu'avant, elle était à la caisse, elle accueillait les gens et ça s'arrêtait là. Alors c'était un travail, hein, mais mon épouse a une place différente. On travaille différemment. C'est qu'elle s'occupe de ce qui se passe au bureau, de l'aspect marketing, de l'aspect, j'allais dire, moins visible, mais qui est somme toute importante, parce qu'aujourd'hui, un restaurant ne fonctionne pas sans ça. C'est totalement essentiel. L'opérationnel culinaire, c'est moi qui m'en occupe et elle s'occupe un peu du reste. Voilà. Et en même temps, les femmes à la cuisine, la mère Brasier était la première à avoir 3 étoiles, les mères lyonnaises existaient, mais c'était pas si courant que ça, voici quelques années, à part Anne-Sophie Pic et quelques autres. Et pourtant, moi je pense que la plus belle cuisine, c'est les femmes qui la font. Vous voyez, comme quoi. Et pourquoi justement? Parce que je pense que j'ai toujours, et je le vois avec mon épouse quand elle parle à nos enfants, cette volonté de faire plaisir. Moi, j'ai souvenir de ma maman qui, quand j'étais parti de la maison, quand je revenais, elle me demandait qu'est-ce qui te ferait plaisir de manger. Donc, il y a ce lien qui vous lie à vie avec votre famille, avec votre maman, sur ces plats qui ont été cuisinés quand vous y étiez enfant, ce goût du souvenir. Et je trouve que
Voilà, ça c'est la plus belle cuisine du monde. Il n'y a aucun cuisinier qui pourra arriver à ce niveau-là. Et puis il y a aussi les traditions que vous respectez. Vous avez parlé de la poule au pot, de l'Épidore. C'était des restaurants qui jadis étaient fréquentés, notamment l'Épidore, par les journalistes de France Soir ou qui sortaient de l'imprimerie à 2h du matin et qui venaient à côté. Oui. C'était aussi une autre époque. Oui. Ça a changé tout ça. On ne sort plus à 2h du matin d'un journal ou d'un travail. Je pense que le numérique a remplacé beaucoup de choses. Oui. Et on voit bien le quartier où il y a la poule au pot, donc le quartier des Halles, on voit bien qu'il y avait les imprimeries, il y avait le Figaro, il y avait beaucoup de médias qui étaient là, il y avait une concentration, le monde a changé effectivement. Et ces restaurants doivent perdurer et vous y tenez, Jean-François Piège. Alors moi je suis un amoureux de ces traditions, je suis un amoureux de cette époque. J'ai un regret dans ma vie, c'est de ne pas avoir connu les Halles. Les Halles ont déménagé l'année où je suis né, en 1970, donc je ne les connaîtrai que à travers les archives et le regard que j'ai. C'est pour ça que quand j'ai eu la chance de pouvoir acquérir la poule au pot, je n'ai pas hésité une seconde, Et on voit bien d'ailleurs sur le bar qui est d'époque, hein, il y a des gravures qui représentent les Halles, et quand on voit les vieux films qui se passent dans les Halles, je suis un amoureux de ces films, et c'est vraiment l'un des regrets de ma vie, de ne pas avoir connu ça. Oui, et je me demande si les Halles n'auraient pas dû rester, mais c'est un autre débat. Je crois que je partage cette idée. Alors, la tradition, c'est bien, la nouveauté, c'est bien aussi. On en parle avec une autre date, le 6 septembre 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-François Piège. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-François Piège. Alors, on est content de vous avoir, pas seulement parce que vous écoutez Sud Radio, mais parce que vous êtes très occupé entre vos restaurants, vos activités à la télévision, car il y en a encore de temps en temps, et vos livres. Et là, justement, il y a un livre qui est sorti le 6 septembre 2023, Zéro Gaspille, chez Hachette, des recettes économiques et gourmandes. Et ça, c'est un livre qu'on n'attendait pas parce que le principe, c'est de se servir des restes pour faire de la bonne cuisine. Ça a toujours existé, hein, je ne l'ai pas inventé. Il y a des recettes qui sont rentrées dans le patrimoine français, comme le miroton qui est le lendemain d'un pot-au-feu. Il y a toutes ces recettes. Alors, j'ai pas voulu traiter de ça parce que c'était des recettes que j'ai traitées dans un autre livre que j'ai fait il y a quelque temps, qui était le grand livre de la cuisine bourgeoise et populaire. Parce que ça, c'est rentré dans la tradition, mais je trouvais qu'il y avait une nécessité, comme je disais tout à l'heure, avoir ce miroir avec la société. On est dans une période où l'inflation est forte, où mon métier, moi, c'est de réfléchir sur la cuisine. Qu'est-ce qui peut trouver, quelle solution on peut trouver pour ceux qui se font à manger et qui ont un budget qui explose et qui ont toujours envie de bien manger et de ne pas dépenser plus pour bien manger. Donc ça, c'est l'objet de ce livre. Et en fait, moi, j'ai quand même ce sentiment, je n'aime pas le gaspille, c'est pour ça que ça s'appelle Zéro Gaspille, et que quand je cuisinais pour mes enfants, parfois, je prends cet exemple, le brocoli, ce brocoli, j'en avais autant sur la planche qui partait à la poubelle que ce qu'il y avait dans la casserole. On voit bien qu'un brocoli, c'est comme un bouquet de fleurs et qu'il y a une grosse tige. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand on le paye au poids, on en met la moitié à la poubelle. Donc, à moi de réfléchir, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc j'ai commencé, j'ai fait des essais qui n'étaient pas d'ailleurs tous très agréables pour arriver. Alors j'en ai fait deux. Un qui nous permet immédiatement de réagir, c'est un gratin. Et deux, peut-être, au lieu d'acheter des cornichons, de se servir de ce cœur de brocoli en les mettant au sel, comme on les fait traditionnellement avant. Parce que quand j'étais enfant, au mois d'août, on mettait les cornichons au sel pour les mettre au vinaigre après. J'ai mis ces cœurs de brocoli au sel et au vinaigre. Et ça fait on va pas dire des cornichons de brocoli, mais des pickles de brocoli. Et comme ça, il y a une 50aine de recettes. Et j'ai essayé aussi d'avoir beaucoup de cohérence dans ce livre. Quand j'ai fait le nombre de recettes, j'ai eu 150 recettes. J'ai trouvé 150 recettes qui peuvent être utiles. Sauf que 150 recettes, c'est un gros livre qui va coûter cher. Donc j'ai dit à l'éditeur, il faut que ce soit un livre qui coûte peu cher. Il faut que le titre soit en cohérence avec le contenu. J'aime bien la cohérence contenu-contenant. Très bien. Donc ils m'ont donné un nombre de pages. Moi qui suis un amoureux de l'édition et des livres, j'ai même pas fait d'introduction parce que j'ai voulu laisser la place maximale à toutes les recettes. Puis, j'ai dit on va aller jusqu'au bout. Si moi je parle de gaspille dans la cuisine, il faut qu'on utilise du papier recyclé. Donc on a essayé d'avoir une certaine cohérence. Et après j'ai choisi des items qui étaient les items importants. La chose qu'on gaspille le plus probablement, c'est le pain. Donc je me suis attelé à faire 5-6 recettes autour du pain.
avec le pain de mie, les gnocchis, mais ça marche aussi avec un autre pain. Allez, rapide, je donne la recette. On prend le pain de mie qui a séché, qui est plus consommable comme on l'aime. Oui. On casse en morceaux, on le met dans du lait, on le fait gonfler. Ça va refaire un petit peu comme une pâte à choux. Ça va faire ce qu'on appelle une panade. Dedans, des œufs, un peu de fromage râpé, de la noix de muscade, du sel, du poivre. On va les détailler en gros gnocchis du bout des doigts, on va les pocher. Et je les sers avec un pesto, mais à la fois encore du rattrapage du zéro gaspille, soit des fans de navets, soit des fans de radis. Donc on a pris l'eau de cuisson, on a mis un peu de pesto dedans, et ça fait une entrée qui est assez agréable, ou un plat, si on veut la manger avec une protéine, ça peut faire une garniture, et ça coûte rien, ce n'est que le gaspille qui se répartit à la poubelle, qui va faire un repas. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas économisé sur la qualité des produits qu'on a achetés, on a juste essayé de les utiliser au maximum. Au lieu de faire un repas, on en a fait peut-être 2, et c'est là où on va trouver le bénéfice en termes de budget. Et en même temps, il faut les trouver, ces recettes. Ça a pris du temps, Jean-François Piège. Oui, mais ça, c'est mon dada. J'ai mes petites habitudes je prends mes petites notes. Comme moi, la cuisine, je la vis comme une passion. Je me mets pas devant une feuille blanche, je dis voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je me mets des petites notes, et puis quand on est en cuisine, que ce soit chez moi, sur les brocolis, c'était chez moi en cuisinant à la maison. Et le pain, je vois qu'au restaurant, il y a beaucoup de gaspillage du pain, donc on s'est mis à réfléchir. Alors, ce livre, c'est que des recettes ménagères, c'est pas des recettes que je sers au restaurant, mais j'ai essayé de trouver, en fait, ce qui est... Et j'ai cherché aussi les éléments qui se gaspillaient le plus. Donc, et puis de temps en temps, j'aime bien la cuisine, alors... Il y a une recette à base de crevettes. Crevettes, c'est pas populaire, c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher. Mais c'est justement la crevette, si on l'utilise 2 fois, on va diviser son prix par 2. C'est aussi se faire plaisir, en fait. Je pense que la cuisine, on ne peut pas que raisonner en termes d'argent, il faut raisonner en termes de plaisir. Parce que si on trouve que des solutions et qu'on mange des épluchures de pommes de terre tous les jours, ça va pas marcher. Une fois de temps en temps, ça marche, mais ça va être diversifié. On est omnivore, il faut manger de tout. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de traiter en 50 recettes le maximum de choses possibles. Et le premier Jean-François Piège à établir une liste des aliments gaspillés, c'est Georges Perec, en 1974, dans l'Infraordinaire, c'était publié en 89, et ces recettes sont marquées par une prédominance de brocolis et de nouilles qu'il ne faut pas gaspiller. Perec l'a fait, vous voyez. Oui, mais... Vous savez, la cuisine est le seul métier où on ne peut pas déposer à l'INPI parce qu'on n'a pas la capacité de prouver l'antériorité. Il y a peut-être des raisons. Voilà. Et il y a aussi un autre plat que vous avez recyclé, un plat qui est très courant et qui est illustré par un sketch. C'est ça, un petit café, alors, avec 2 croissants. Sketch de Fernand Reynaud, les 2 croissants qui n'arrivent jamais. Et c'est vrai que pour vous, le croissant, vous avez inventé les gaufres de croissants de la veille. Parce qu'on va chez le boulanger, il vous offre des croissants de la veille, ou alors on le fait réchauffer, mais il y a autre chose à faire. Il y a autre chose à faire. Alors j'en ai fait des gaufres, mais on pourrait en faire aussi une pâte à crêpes, il suffirait de détendre un peu plus. Allez, je donne la recette rapide. Allez, c'est les croissants qui ont séché. On va les mettre on va prendre un mixeur plongeon, un mixeur, on va les mettre dedans, des œufs, du lait, du sucre, une pointe de sel, un arôme qu'on aime en fait, une petite goutte de rhum, une petite goutte de fleur d'oranger, un peu de kirsch, peu importe, ou de la vanille tout simplement. Et en fait, comme le croissant contient déjà tous les éléments dans sa composition qui peuvent se retrouver dans une crêpe ou dans une gaufre, en les réhydratant et en les mixant et en rajoutant un œuf et ce qui va avec, ça va vous donner une pâte à gaufre qui est incroyable. Et j'allais dire, j'ai fait la pâte à crêpes dans le livre avec de la farine de pain, mais ça marche aussi avec le croissant. C'est incroyablement bon. Il y a un côté sucré, doux. Ça m'a étonné quand on l'a fait. Et l'ancêtre du croissant, ça s'appelait le Kipferl. Et on est en 1683, les Turcs assiègent Vienne. Et un boulanger qui s'appelle Adam Spiel donne l'alerte au moment d'une attaque ottomane qui repousse l'envahisseur. Et pour fêter la victoire, des croissants sont confectionnés par les boulangers. Pourquoi? Parce que le symbole de l'ottoman, c'est la forme du croissant. C'est comme ça que c'est né. Et ça a donné le nom à la famille qui embrasse le croissant, les viennoiseries. Exactement. Alors, il se trouve aussi que dans ce livre, vous évoquez le manger responsable. Et ça aussi, c'est dans l'air du temps, même si on n'en parle pas beaucoup, Jean-François Piège. Oui, moi, c'est quelque chose auquel j'ai toujours été confronté. Je pensais que c'était pas nécessaire de le dire. Vous parliez de mon enfance, la ville de Valence, et j'allais au marché avec ma grand-mère, et en fait, on allait voir les paysans. On mangeait naturellement que des légumes de saison parce qu'on ne mangeait que ce qui poussait autour de nous.
Et donc effectivement, les tomates, on ne pouvait pas les manger au mois de janvier, parce qu'au mois de janvier, elles n'étaient pas là. Et c'est vrai que j'ai jamais souligné dans ma carrière professionnelle, jusqu'à il y a très peu de temps, cette nécessité de faire confiance à la nature, cette nécessité d'avoir cette responsabilité d'aller consommer des ingrédients au plus proche, parce que c'est là où on va les trouver le moins cher possible, le meilleur et dans la plus grande qualité. Donc c'est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement important pour moi. Ça l'a toujours été, mais c'était naturel. Et je pensais que si c'était naturel pour moi, c'était naturel pour tout le monde. L'évolution de la société ne l'a pas fait. Donc, c'est à nous, aujourd'hui, en tant que porte-parole et responsable et acteurs de cet univers, de prêcher la bonne parole. Oui, et puis il y a le gaspillage alimentaire. J'ai retrouvé qu'en 2013, il y a un comité qui a fixé la réduction du gaspillage alimentaire à 50% en 2025. C'était quand même il y a quelques années. Et aujourd'hui, la lutte contre le gaspillage, c'est une priorité. Oui, c'est une priorité. Et vous savez, le gaspillage, il y a le gaspillage des ingrédients, puis il y a aussi quelque chose qui coûte aujourd'hui très cher, c'est l'énergie. Donc, il faut avoir cette capacité aussi à réduire parfois. Alors, je le traite pas dans ce livre-là, c'est que des ingrédients. Je traite des ingrédients, mais il faut aussi réfléchir à ce que coûte l'énergie, donc à faire des cuissons plus intéressantes. On va pas allumer le four que pour mettre une chose dedans. Il va falloir le remplir à fond. Faut l'utiliser. De même, il faut conserver les restes au réfrigérateur. Absolument. Ça, c'est essentiel. Et on parle d'ailleurs d'aujourd'hui de frigidaire, de frigo, alors que c'est un mot frigidaire qui vient des premiers réfrigérateurs américains et qu'on ne devrait pas employer parce que c'est pas le mot exact. Exactement. J'ai souvenir sur la barre de ces vieux réfrigérateurs où il y avait cette marque où il y a marqué réfrigérateur dessus. C'était très beau. Il y a aussi le topinambour qui laisse un mauvais souvenir à ceux qui ont connu la guerre. Et vous dites que c'est quelque chose qu'il faut manger. Alors, c'est marrant que vous dites ça parce que ma grand-mère, qui elle était née en 1900, a connu les deux guerres, les plus de ce monde. Mais quand on allait se balader sur les chemins aux alentours du Rhône, c'était un endroit où il y avait souvent les topinambours sauvages qui poussaient. Les topinambours, ça fait des grandes marguerites d'1 mètre qui sont très belles. Et je lui disais, c'est quoi, mamie ça? Elle me dit, c'est topinambour, tu sais, pendant la guerre, quand on n'avait rien à manger, on mangeait ça. Et c'est vrai le topinambour, ça la faisait pas rêver. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est un des légumes que moi j'affectionne beaucoup, c'est ce petit goût d'artichaut qu'on aime tous. Ce qui est la vraie difficulté, le topinambour, c'est de l'éplucher. Parce que c'est dur à éplucher. Mais quand on fait des épluchures topinambour, ne les jetez pas. Je vous en supplie, ne les jetez pas. Faites-les sécher dans un four qui a servi à faire quelque chose, qui reste encore chaud. Donc l'inertie de la chaleur va sécher les peaux. Et une fois qu'elles sont sèches, légèrement torréfiées, vous les faites frire, ça fait des chips incroyables quand on les sale un peu, qu'on les pimente un peu à l'apéritif, ou qu'on les fait infuser, on arrive à faire un bouillon, ça fait comme un thé, hein. Faut pas faire une décoction, faut faire une infusion, mais ce thé de topinambour ou ce bouillon de topinambour, c'est délicieux. Et ça coûte quoi? Ça coûte l'énergie qui reste d'une autre cuisson, et les topinambours qu'on a pu manger, avec lequel on a dû se régaler, si on en a fait un rôti ou autre, le lendemain, ça fera un bouillon qui sera délicieux. Et puis à la pizza, plat traditionnel, et là aussi, on ne finit pas une grosse pizza, Jean-François Piège. Mais moi, je suis un amoureux de la tradition française, des plats français, mais il y a un plat qui m'émeut toujours, c'est la pizza. Vous voulez savoir pourquoi? Oui. Parce que ce plat, c'est un plat, quand on le mange, il est très chaud. Le bord est légèrement brûlé, très croustillant. On arrive au milieu, un peu plus moelleux. Et puis avec le temps, ça devient tiède. Et presque à la fois, ça peut être froid. Et on vit dans ce plat différentes émotions. Et ça, je trouve que c'est la nature d'un grand plat. Faire vivre des émotions. Alors évidemment, il y a les bonnes, il y a les mauvaises pizzas, mais quand on a la chance d'avoir une très bonne, on vit un très bon moment. Et c'est vrai que ce plat qui est devenu populaire, j'ai voulu traiter l'idée de faire la pâte avec de la farine de pain sec, de redonner une seconde vie pour diviser le prix. Et vous savez quoi? Au-delà du fait de faire des économies en faisant cette pâte-là, c'est quand même, si on prend les enfants, et je le vois avec les miens, quand on leur met les mains dans la pâte, les enfants, ils adorent. Donc c'est aussi presque un loisir de faire sa pâte à pizza. Est-ce que ce livre peut donner le départ à un nouveau restaurant où il n'y aurait que des choses recyclées, Jean-François Piège? Peut-être. Alors commercialement, c'est toujours difficile de se dire qu'on va vendre quelque chose qui est recyclé. En tous les cas, c'est peut-être une idée que je vais creuser, mais dans un premier temps, ce livre, il est fait pour tout le monde, pour se dire qu'aujourd'hui, dans une période où l'inflation est assez prenante, il y a quelques solutions pour réduire son budget nourriture tout en gardant la qualité et tout en gardant aussi le plaisir de cuisiner et
pour que la cuisine soit pas une contrainte, mais un loisir. Et pour vous, c'est plus qu'un loisir, c'est une vie. Et une passion. Et il y a d'autres recettes de gaspillage encore, il y aura une suite? Non. J'allais dire, j'aime bien que les livres donnent envie aux gens. Comme je vous l'ai dit, j'aurais pu en faire 150, mais la soupe qui est faite avec les fans de radis, on peut le faire avec toutes les fans. Il suffit à chacun de se les approprier. Je crois que je vous ai dit tout à l'heure, on fait la cuisine, on apprend la cuisine avec celle des autres. À un moment donné, on fait la sienne. Je crois que le livre, c'est ça. Faites quelques recettes et surtout faites les vôtres après, parce qu'elles seront bien meilleures que celles-là. Vous avez la recette du succès et nous, on est fans justement de vos livres. Zéro Gaspille, c'est un livre indispensable qui est en plus à un prix très abordable qui vous fera faire des économies. C'est chez Hachette. Merci de votre enthousiasme et continuez de changer surtout rien, Jean-François Piège. Merci de ce bon moment en tous les cas. Très bien, à bientôt. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.